Donc tout de suite, ça nous introduit à cette question, mais en fait, l'identité, bah oui, qui suis-je? Mais l'identité, en fait, exactement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, on s'interroge beaucoup, énormément, sur cette question d'identité aujourd'hui. Il suffit de faire un petit jeu, un petit test de feuilleter les journaux, les quotidiens, toute une journée, écouter la radio toute une journée, peut-être pas en ce moment, parce que des fois, quand il y a un événement fort, les événements, les éléments de cet événement vont apparaître au premier plan, et là, autour du CPE, quoique, il y a beaucoup de questions identitaires derrière, on pourrait y revenir, on entend peu parler d'identité, mais disons, il y a 1 mois ou 2 mois, vous faisiez le test, et vous voyez, vous entendiez identité partout, identité de crise d'identité, identité culturelle, crise d'identité à l'adolescence, mais aussi identité de l'entreprise, que sais-je, identité ethnique, identité religieuse. Le mot est employé partout et ceci témoigne de quelque chose, c'est que c'est une question de notre époque. Alors, premier élément que je voudrais introduire, c'est un élément d'histoire qui me paraît tout à fait essentiel, parce qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Cette question identitaire est très moderne, plus que parce que la modernité, c'est une période qui court sur plusieurs siècles, et ce questionnement identitaire généralisé, omniprésent, on peut le dater historiquement. Il explose dans l'après-guerre, dans l'après-deuxième guerre mondiale, surtout à partir des années 60. Et c'est là que l'on voit cette obsession, cet emploi généralisé du mot identité, ce questionnement autour de l'identité. Est-ce que ça veut dire qu'on n'avait pas d'identité avant? Non, bien sûr, il y a toujours eu des identités, ça dépend ce qu'on entend par identité. D'ailleurs, dans les années 70, Claude Lévi-Strauss, un petit peu agacé par ce concept qui n'était pas un concept, qui est plutôt une notion assez mal définie, très importante, mais qu'on a du mal à cerner, a réuni un séminaire avec des grands spécialistes pour essayer de faire le point. Mais finalement, cette identité, qu'est-ce que c'est dans les différentes sociétés? Comment on peut en parler? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Et dans ce séminaire, Françoise Héritier a fait une communication très très intéressante en parlant des SAMO de Haute-Volta, où elle dit que, oui, il y a des identités, mais il n'y a pas de questionnement identitaire. Pourquoi? Parce que chacun sait qui est chacun. Et le qui suis-je, il est défini par la société, par le système moral, par le système de savoir qui définit un sens de la vie. À chacun a une place particulière à laquelle est attaché un sens également particulier. Donc on peut dire qu'il y avait des identités, mais pas de questionnement identitaire. Le mot lui-même est également récent. Il est employé depuis longtemps dans un débat philosophique, mais qui est un petit peu plus précis, plus particulier, ce débat philosophique qui est autour de la question de la mêmeté d'un phénomène et de son changement. Le fait qu'un phénomène change et on peut le repérer malgré tout comme identique. C'est plutôt un questionnement de type logique. Donc il y a eu ce débat dans le cadre de la philosophie. Et puis, on a vu apparaître le terme autour de la naissance des papiers d'identité. Quand j'ai fait, moi je suis rentré dans ce questionnement sur l'identité parce que dans ma recherche concrète, j'étais amené à me poser des questions sur l'identité parce que j'étais auprès de personnes qui se posaient des interrogations identitaires. Donc j'essaie d'être un scientifique sérieux, donc je me suis référé aux définitions de l'identité. Et là j'étais assez surpris de voir qu'il y avait un contraste très fort entre l'emploi généralisé de la notion, que ce soit dans l'opinion en général et dans le monde scientifique, et le peu de définitions qui pouvaient exister. C'est pour ça que j'ai essayé, je me suis dit, bon, en tant que je me considère comme un bon artisan, je dirais, je me suis dit, j'ai pas des outils bien préparés, bien rangés, donc je vais commencer par préparer mes outils et essayer de faire le clair sur cette notion d'identité. Et premier point historique, donc j'ai commencé à vous parler, et dans cette histoire, je vois apparaître les papiers d'identité. Alors, est-ce que les papiers d'identité, c'est lié au concept d'identité? Est-ce que je devais prendre cela en compte? Pendant un temps, je n'étais pas trop sûr de moi. Et j'ai fait un petit détour
dans l'histoire des papiers d'identité et je ne l'ai pas regretté. Pourquoi? En 2 mots, très très rapidement, parce que là aussi les papiers d'identité n'ont pas toujours existé. Pourquoi? Parce que dans les communautés traditionnelles, encore une fois, chacun connaissait chacun. Et il y avait un contrôle social de chacun par chacun. Les papiers d'identité sont apparus avec le développement de l'État. État comme appareil autonome et séparé de la société vivante. Donc cet État avait besoin de connaître ses sujets d'une certaine manière. Les premières bribes en France des papiers d'identité, c'est les registres de baptême dans les paroisses. Et ce ne sont pas encore des papiers qui sont attachés aux individus. Les premiers papiers qui vont être attachés à des individus seront des papiers liés à des groupes de déracinés, qui ne sont pas justement dans des communautés stabilisées où chacun connaît chacun. C'est notamment les papiers attachés aux tziganes. Je crois qu'il en est question dans l'exposition ici sur la biométrie, notamment la naissance à la fin du XIXe siècle du carnet anthropométrique d'identité. Avant que n'apparaisse la photo, par exemple, je vous donne un petit exemple, c'était très détaillé, la description physique des personnes. On mesurait la longueur et la largeur de la tête, le diamètre bizygomatique, la longueur de l'oreille droite, la longueur des doigts médius et auriculaires gauche. Alors ça, c'était un petit peu aléatoire, c'était pour faire les mêmes mesures d'un individu à l'autre. Et la carte d'identité, pour en terminer avec ces papiers d'identité, la carte d'identité, c'est très différent d'un pays à l'autre. Il y a encore des pays aujourd'hui où il n'y a pas de carte d'identité, aux États-Unis notamment. Et en France, cette carte d'identité, elle aussi très récente, elle apparaît en 1940. C'est le régime de Vichy qui instaure la carte d'identité. Et je vous cite simplement un petit extrait, ça fait 2 lignes, de la loi qui instaure la carte d'identité française, le 27 octobre, loi du 27 octobre 1940. Tout Français ne peut justifier de son identité que par la production d'une carte d'identité dite carte d'identité de Français. Voilà, c'est très logique. C'est extrêmement logique. Il y avait eu, juste avant cette carte d'identité de Français, une carte d'identité particulière, qui était la carte d'identité de Juifs, bien sûr. Et là, c'est la généralisation à l'ensemble de la population de cette carte d'identité de Français. Alors, en dehors des problèmes de discrimination qu'il y a derrière cette origine, de cette naissance de la carte d'identité, c'est la formulation qui est intéressante. Et la suite. Parce qu'avec l'apparition de ce bout de papier, l'idée et l'illusion va se développer que, avec ce papier, on définit qui est la personne. On dit presque tout. C'est un concentré. À la limite, quand un policier demande « montrez-moi vos papiers », la réalité, la vérification de la personne, c'est le papier lui-même. La personne, elle n'est que le double, le vague double du bout de papier qui, lui, est la preuve. Le concentré de l'identité. L'illusion de la bureaucratie, de l'État, c'est qu'on peut connaître, faire le tour de la personne en quelques critères. Évidemment, l'État a besoin d'identifier, on le voit très bien dans l'exposition sur la biométrie. Mais il ne faut pas confondre l'identification, qui peut se réduire à un numéro, comme le numéro INSEE, le numéro de sécurité sociale, qui permet de repérer un même individu, et l'identité, parce que l'identité, c'est tout le contraire. C'est absolument insaisissable, c'est ce que je vais essayer d'expliquer. C'est sans cesse changeant, c'est multiple, c'est contradictoire. Donc, cette idée qu'on peut faire le tour de l'identité, qu'elle est en soi, qu'on peut la résumer, est très trompeuse et extrêmement dangereuse, parce qu'au bout d'un moment, on n'y comprend plus rien. Alors, voilà 2 mots de cette préhistoire du questionnement identitaire qui se réfère à la modernité, c'est-à-dire à l'apparition de l'État moderne. Mais c'est un petit peu une préhistoire parce que c'est un questionnement sur l'identité venant du haut. Ce qui va apparaître
autour des années 60. Alors quand je dis les années 60, il ne faut pas penser 1968. C'est un processus plus long, plus lent, qui pourtant a marqué une rupture, mais qui n'est pas une rupture nette d'une année à l'autre. D'ailleurs, plus nous avançons au niveau du travail scientifique, plus nous constatons que, en fait, 1968 fait partie d'un mouvement culturel plus profond qui avait commencé bien avant. Toute une série d'indicateurs dans le milieu des années 60 montrent que l'on change d'époque. Alors, les historiens, je suis sociologue, les sociologues sont tentés de parler très souvent de rupture historique, de nouvelles sociétés, de nouvelles époques. Et les historiens les calment un peu et disent « Attention, attention, la mémoire de l'histoire est très lente, extrêmement lente. Il n'y a pas des ruptures tous les 5 minutes. » Donc effectivement, il faut être très prudent. Mais nous commençons à avoir le recul aujourd'hui. Et quand il y a une vraie rupture, il ne faut pas hésiter à la souligner, à le dire. Et toute une série de chercheurs, de grands chercheurs aujourd'hui, au niveau international, se mettent d'accord pour dire qu'effectivement nous avons changé d'époque. Ces chercheurs parlent souvent d'une seconde modernité. C'est le cas d'Anthony Giddens en Angleterre, d'Ulrich Beck en Allemagne, de François Dubé en France, etc. D'un assez grand nombre de chercheurs qui disent oui. Il y a eu un changement d'époque. Et qu'est-ce qui caractérise ce changement d'époque? C'est l'arrivée de l'individu, de la personne, à l'avant-scène de sa propre histoire. L'individu qui ne veut plus être dans une société du destin social où sa vie est écrite d'avance, où il veut décider, prendre en main sa propre existence et choisir. Choisir dans tous les domaines. C'est comme si nous assistions à un approfondissement de la démocratie, comme si la démocratie avait commencé comme un système politique depuis quelques siècles et s'approfondissait aujourd'hui au niveau de l'individu lui-même qui veut choisir par exemple sa vérité dans tous les domaines de la vie quotidienne et de la vie privée. Comment élever l'enfant par exemple? Il y a quelques générations, la mère transmettait à sa fille les quelques gestes codifiés par la tradition, qui étaient les gestes canoniques que pour élever l'enfant, il faut faire comme ceci et comme cela. Aujourd'hui, la jeune future mère, sur fond d'angoisse, va lire des livres, des magazines, écouter la radio, de la rue, etc., et se poser 1000 questions, surtout la pédagogie, l'alimentation. Et qu'est-ce qu'elle entend des fois? Elle entend des fois le professeur X qui dit ceci et le professeur Y qui dit le contraire. Ce qui est logique, parce que la science est contradictoire. Elle avance de manière contradictoire. Par réfutation des hypothèses, elle est toujours provisoire et contradictoire. C'est un mouvement extrêmement complexe. Mais ça, c'est très difficile quand on est citoyen ordinaire de comprendre ça, parce qu'on a besoin d'un repère pour construire son existence, mais en même temps l'envie de savoir, d'avoir la meilleure information. Dans cette société de l'information vulgarisée en masse qui nous donne à réfléchir à propos du moindre comportement. Mon dernier livre est sur l'alimentation et les repas en famille. Et là, c'est tout à fait étonnant. Il y a encore 20 ans, on mangeait ce qu'il y avait dans notre assiette. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette ? OGM, qu'est-ce que je dois en penser? Alors là, pareil, professeur X dit, telle association dit que, etc. Et l'individu rentre dans ce que Anthony Giddens appelle une réflexivité généralisée, c'est-à-dire une réflexion et en même temps un reflet dans le mot réflexivité. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus en miroir par rapport à notre propre vie. Nous sommes un peu comme des scientifiques par rapport à notre propre existence. Nous voulons avoir les bonnes informations pour faire les bons choix dans tous les domaines. Choisir sa vérité, choisir sa morale aussi. Je suis très frappé quand je pose des questions qui touchent à la morale aujourd'hui, de la réponse des gens. Presque souvent, c'est la même phrase.
Il y a 30 ou 40 ans, d'ailleurs, je pourrais dire si j'avais fait les mêmes enquêtes, il y a 30 ou 40 ans, j'ai déjà, hélas, il y a 30 ans en tout cas, j'ai fait déjà des enquêtes. Et donc je peux dire, quand je faisais des enquêtes à cette période-là, les gens disaient beaucoup plus facilement « c'est bien » ou « c'est mal », ceci, je pense cela. Et aujourd'hui, quand je pose la question, la réponse que j'entends le plus souvent, c'est « chacun fait ce qu'il veut ». Du moment qu'il est heureux. Critère absolu. Le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est aussi autre chose. Qu'est-ce qu'en pense le professeur Y? Oh là là, ben là, il nous aide pas beaucoup. Difficile, le bonheur. Donc chacun choisit sa vérité, chacun choisit sa morale, chacun choisit ses liens sociaux. C'est-à-dire, autrefois, les liens sociaux, ils étaient donnés par l'endroit, par le groupe dans lequel on était. Aujourd'hui, chacun construit le réseau de ces liens et essaie de gérer ce réseau et des fois le compartimente. Et quand le réseau est réduit à zéro, eh bien, ça devient absolument terrible et il n'a plus que le questionnement intérieur avec lui-même. D'ailleurs, l'étude des réseaux est très intéressante, mais ça, c'est une parenthèse. Je vais pas la développer parce que je suis déjà en retard dans mon planning. Chacun choisit son avenir. Chacun choisit son identité. Alors ça, c'est le premier aspect, qui a été noté par toute une série de chercheurs, qui est tout à fait intéressant, passionnant. C'est l'aspect d'ailleurs allègre et joyeux des années 60 et des années 70. Dans les mouvements actuels autour de la place de la Sorbonne, il y a toute une série de symboles qui sont repris de 1968, mais on n'est pas du tout dans la même époque, effectivement. On n'est pas du tout dans la même époque parce que les années 60, les années 70, c'est la découverte de la liberté de l'individu. On abat des murs, on abat des disciplines, on abat des contraintes obligatoires et chacun devient un peu sujet de son existence et élargit les espaces de la liberté personnelle. Et puis, dans les années 80, mais surtout 90, on va découvrir l'autre aspect qu'on n'avait pas tellement perçu au début. C'est que plus on ouvre la responsabilité et le questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire, se questionner? Ça veut dire casser les certitudes que l'on avait avant. Remettre en cause, développer une pensée critique par rapport à soi-même. Donc nous n'arrêtons pas, en réfléchissant, nous n'arrêtons pas de déconstruire ce qui nous construisait juste avant. Donc, obligatoirement, plus nous nous questionnons dans cette société de l'information et du questionnement généralisé, plus nous sommes obligés de développer une logique intellectuelle contraire, exactement contraire. Nous sommes un peu schizophrènes, nous faisons les deux à la fois, ou à des moments successifs. À un moment, je me questionne, je prends une position critique par rapport à mon savoir acquis ancien, et à l'autre moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recoller les morceaux. Je vais essayer de reconstituer une évidence qui me constitue. Je vais essayer de reconstituer une totalité. Je vais essayer de développer, d'une certaine manière, une croyance. Et c'est ça qui explique ce questionnement généralisé sur l'identité qui se développe à partir notamment des années 60, parce que nous sommes condamnés, d'une certaine manière, à construire nous-mêmes le sens de notre existence. Le sens qui était donné, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, construire le sens de l'existence, c'est pas seulement la réponse un peu générale à la question « qui suis-je » C'est un peu abstrait, ça. Qui suis-je? On ne se la pose pas si souvent que ça, cette question-là. Le problème, c'est que la question du « qui suis-je », très concrète et très précise, elle se pose à chaque instant, dans chaque contexte d'existence, en plus avec des variations. Alors parfois, la question un petit peu générale du qui suis-je, on y travaille quand même. Alors ça, c'est Paul Ricoeur qui a dit des choses passionnantes sur cet aspect-là, notamment par rapport à tout
toutes les expériences que nous avons vécues, à toute notre histoire, à toute notre trajectoire, qui parfois a été un petit peu en zigzag, eh bien, nous avons justement besoin de reconstruire quelque chose qui fasse le fil, qui fasse le lien, qui fasse la cohérence. Et c'est ce que Paul Ricoeur appelle l'identité narrative. C'est-à-dire qu'à partir de tout ce que nous avons vécu, nous prenons ces éléments pour les inscrire dans le récit de nous-mêmes que nous nous racontons sans cesse. C'est un travail permanent d'écrivain de soi que nous n'arrêtons pas de faire pour construire une certaine logique. Nous travaillons sans cesse à l'unité de nous-mêmes. Nous ne sommes pas unitaires. Nous sommes incroyablement multiples et contradictoires. Je fais une petite parenthèse. Mon principe de travail, moi j'enquête avec mon petit magnétophone, je frappe aux portes, et avec mon magnétophone, d'ailleurs le début est souvent difficile parce qu'on me prend pour un marchand d'aspirateurs. Et j'ai une concurrence déloyale parce qu'ils disent, les marchands d'aspirateurs, je fais une enquête, ce qui est faux d'ailleurs, ils font pas d'enquête, moi je fais une vraie enquête. Donc les débuts sont difficiles, et puis après les gens, quand ils ont le sentiment d'être écoutés, avec un grand intérêt, parce que tout ce que je vais trouver dans mes travaux, c'est à partir de ce que les gens me disent. Donc j'ai un très grand intérêt, j'ai des techniques d'écoute d'une certaine manière. Et là, ils ne veulent plus arrêter parce que ils racontent justement à un auditeur attentif cette histoire d'eux-mêmes. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils se battent pour être cohérents, justement. Et avoir une opinion, avoir une attitude, avoir une suite dans leur existence. Et quand j'écoute les bandes ensuite que j'ai enregistrées, plus j'écoute, plus je découvre de contradictions. Plus j'écoute encore, plus je découvre les logiques contradictoires qui structurent la personne. C'est-à-dire que derrière cette unité de façade, il y a une multiplicité individuelle qui est très grande et que l'on constate encore plus dans toutes les micro-scènes que nous traversons, où il faut prendre des décisions sans cesse. Admettons que, pour venir faire cette conférence, je sois arrivé en retard, par exemple. Je sois arrivé en retard et je suis de l'autre côté de l'avenue ou du boulevard. Et là, c'est une micro-scène de rien du tout. Eh bien, il va y avoir des enjeux identitaires. Parce que je suis au bord du boulevard avec beaucoup de voitures qui passent. En gros, j'ai deux options possibles. Ou bien me lancer à corps perdu à travers l'avenue au risque d'être écrasé par une voiture, ou bien me dire, bon, bah, je vais faire le détour jusqu'au passage piéton, j'ai tout mon temps. Eh bien, très souvent, c'est pas simplement une petite réflexion froidement intellectuelle comme ça. Il y a une mise en image. Une mise en image, alors ça c'est différent d'une personne à l'autre, mais pour beaucoup de personnes c'est très très visuel. C'est extrêmement visuel, c'est une sorte de petit cinéma intérieur où on affiche une identité virtuelle. On affiche une identité virtuelle, on affiche la scène, qui est une scène en partie imaginaire, mais avec des personnages et des objets qui sont réels. On malaxe ça. Donc là, je me vois traversant, et je vois les voitures qui arrêtent d'ailleurs. Et derrière, il y a toute une morale, il y a toute une éthique. Je suis quelqu'un de valeureux, qui ne recule jamais devant rien. Et être ponctuel, c'est important, donc il y a des valeurs. Et je me dis, après, je me mets à l'écoute des émotions qui sont liées à ces images. Et je me dis, oui, c'est bien, c'est ça. Et je vais rentrer dans cette image. Je vais rentrer dans cette image qui va se concrétiser dans la réalité. Autre image, je peux dire, bah, finalement, plus hédoniste, arriver un peu en retard, c'est pas trop grave. La discipline, qu'est-ce que ça apporte exactement? Et puis, il y a des risques. Autre image, je vois le risque de me faire écraser par une voiture. Donc, je vais prendre une autre option. Vous voyez, c'est un choix minuscule. Or, dans ce choix, je suis rentré dans un choix identitaire qui, en même temps, fait une totalité.
dans ce moment où je vais rentrer dans cette image, il y a un ensemble. Il y a une image qui est la totalité de la scène, qui porte des émotions que je ressens et qui porte un cadre également éthique et moral. Il y a un ensemble. Mais ça, c'est pas toute ma vie. C'est une petite scène ridicule. Et peut-être que 10 minutes plus tard, mon option, mon choix va être très différent, extrêmement différent, dans un contexte qui n'est pas du tout le même. Donc nous traversons sans cesse, comme ça, des choix identitaires qui sont dans le présent, qui préparent l'action et qui sont aussi orientés vers le futur. C'est-à-dire, nous développons des projets d'existence, des projets de vie. Il faut voir aussi que la plupart des projets, ça commence pas comme ça avec un carnet et un crayon de manière froidement intellectuelle. Ça commence aussi par ce petit cinéma. Alors là, il y a des chercheurs qui ont fait des travaux remarquables. Je pense notamment à un chercheur américain qui s'appelle Hazel Marcus, qui fait tout le dégradé entre ce qu'il appelle l'identité virtuelle, hein, c'est-à-dire que, alors là, c'est très libre l'identité virtuelle. On peut rêver de gagner au loto. Ça risque de pas changer beaucoup la réalité, quoi, hein, ce rêve-là. Et puis il y a des rêves qui peuvent se rapprocher d'un projet possible. On est encore dans le virtuel, dans l'imaginaire, mais ça devient un petit peu construit. Et c'est ce qu'il appelle, ce deuxième degré, c'est les soi possibles. C'est pas encore devenu un projet, mais c'est des types de rêves qui commencent à prendre forme dans un lien très, très précis avec la réalité. Alors, là, ça peut vous paraître étrange parce que souvent on a une définition de l'identité qui est liée au corps, qui est liée à l'héritage de la personne. Et là, je vous parle d'image. Je vous parle d'image. Alors effectivement, c'est la tendance extrêmement forte aujourd'hui. C'est ce travail de définition du sens qui passe souvent par des images et parfois c'est très surprenant. On est très surpris parce que même des images qui sont proposées. Nous sommes dans une société de l'information, mais aussi une société de l'image, où nous rentrons dans toutes sortes d'images dans lesquelles nous nous identifions. Nous identifions à des personnages, à des histoires. Alors, pour un certain moment, on va dire, oui, mais ça, c'est extérieur à nous. C'est pas notre vie. Quand on regarde la télé, c'est pas notre identité. Des fois, il se passe des choses étranges. Des fois, il se passe quand même des choses étranges. Je vous lis juste un petit extrait d'interview, pour concrétiser un petit peu. Donc c'est l'histoire de Walter. Les prénoms sont toujours réinventés pour protéger un petit peu l'anonymat, quoique là je ne vais pas dévoiler grand-chose de son intimité à Walter. Donc c'est Walter, l'histoire de Walter face à la télé et notamment au match de foot. Alors, c'est pas un supporter de foot habituel, il lit pas l'équipe, il va pas dans les stades. Il trouve ça d'ailleurs un peu ridicule d'être un petit peu fanatique de football. Mais en même temps, quand il rentre chez lui, il est divorcé et vit seul, et qu'il y a un match, notamment un match important avec l'équipe de France ou son équipe favorite, je sais plus laquelle c'est plus fort que lui, il va vibrer. Il y a des vibrations, alors surtout du côté masculin. C'est des fois étrange pour les femmes qui voient leur homme vibrant peu dans l'échange conjugal et qui, du point de vue émotionnel, dans les stades, vivent quelque chose d'intense, c'est évident. Il se passe quelque chose. Alors là, on n'est même pas dans le stade, on est face à la télé. Et comme il trouve ça si ridicule, d'ailleurs, il allume pas au début. Ah, il se contrôle et il allume pas la télé au début. Mais au bout d'un moment, ça le démange et il allume. Alors, je vous lis le petit extrait. S'ils ont gagné, là, ça va. Tout baigne, c'est super. Tu te sens bien, comme si tu avais pris 2-3 apéros. Après, ça diminue d'ailleurs pareil. Tu sens que ça perd d'intensité, ça devient moins fort, mais sans gueule de bois, hein, le lendemain matin. Mais quand ils ont perdu, c'est là que c'est la connerie pas possible. J'essaie de me raisonner. Je me dis, allez, affaire classée. On passe à autre chose. On a perdu. C'est eux qui ont perdu, pas moi. Et avec tout ce qui se gagne, avec tout ce qu'ils gagnent comme fric, si ça se trouve, ça leur fait pas grand-chose. Je dis, t'as rien perdu.
Moi, j'ai rien perdu, rien du tout, pas un copec. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vraie vie? Rien, pas 1 millimètre. Mais j'ai beau me dire, ça change rien. Je pèse 2 tonnes, le monde m'est tombé sur la tête. Et le pire, c'est que ça dure. Pas moyen d'en sortir. Je suis malheureux comme un pou. C'est complètement con, cette histoire. J'essaie de penser à des choses bien de ma vie, mais rien à faire. Je reste la tête dans le sac. Je m'excuse pour le langage un petit peu cru, hein, mais il faut garder les paroles telles qu'elles sont données par les personnes. Simplement ce petit extrait pour vous dire, là évidemment après il va retourner dans la vraie vie comme il dit. Là c'est juste un petit détour. Mais ce qui est quand même un petit peu intriguant, c'est que dans ce moment-là, il a eu un moment d'intensité, d'évidence de lui-même, de vibration. Et très franchement, pour lui, dans la vraie vie, actuellement, c'est pas exactement le même cas. Hein, il a un petit peu de mal à adhérer à lui-même et encore moins à avoir des vibrations, à être emporté. Même sous cette forme imaginaire, fugace, en plus venant de l'extérieur, de la télévision, etc., il est rentré dans une totalité significative du moment. C'est donc ce nouveau travail d'aujourd'hui, réussir sans cesse, dans chaque séquence de vie que nous traversons, avec des personnes différentes, des éléments différents, à construire cette totalité significative. Dans ce monde de l'information qui nous incite au contraire à la relativité et à l'ouverture critique. C'est incroyablement difficile. Et je l'ai repéré dans ma dernière enquête sur l'alimentation, de manière très très nette. Alors donc là, ce questionnement sur tous les aliments, alors et puis avec toute une masse d'informations, de vulgarisation de bonne qualité, qui permettent de se questionner sur tel aspect de l'aliment, sur tel autre. Après, comment on fait dans la vie quotidienne quand on a 10 minutes pour préparer à manger, avec en plus les enfants qui préfèrent tel enfant qui préfère la tomate, le mari qui aime pas la tomate, etc. Comment on fait avec tout ce questionnement? Là, il faut recoller les morceaux très vite. Et ce que je constate dans mon enquête, c'est le développement aujourd'hui d'une pensée magique. Et c'est pas un reliquat des anciennes sociétés. C'est quelque chose qui est lié tout à fait à cette seconde modernité, à cette hypermodernité, et on n'en est qu'au début. La pensée magique, c'est-à-dire qui donne l'évidence, la certitude dans une information absolument inquestionnable. Je prends un exemple. Prune, là aussi, hein, c'est des prénoms que j'ai fictifs. Je l'interroge et elle se sent pas très à l'aise parce qu'elle mange très gras, justement. Donc, elle adore la charcuterie et donc elle sent le questionnement critique. Et je commence mes questions et elle me répond du bout des lèvres. Puis d'un seul coup, elle a sa répartie, elle est sauvée. Elle me dit « Oui, mais moi, c'est naturel. Tout ce que j'achète, c'est naturel. » Alors là, on a dit naturel. Parfait, inquestionnable. Mais naturel, qu'est-ce que c'est? Et je lui pose la question. Je sens qu'elle aimerait bien qu'on change de type de question, mais je lui pose. Elle me dit, mes saucisses, quand je les achète, c'est chez le boucher. Déjà, on est redescendu d'un cran, hein, entre le naturel et je suis un personnage détestable parce que je poursuis avec mes questions. Et j'apprends que le boucher est habillé en boucher, mais tient un stand dans un supermarché. Ou un hypermarché, je ne sais plus exactement. Donc on voit tous les glissements, les arguments un peu commodes dans la tête, les arguments qui correspondent au système de vie qu'on a mis en place. Autre exemple, après j'arrête parce que là je ne dois pas parler d'alimentation, je ne dois pas parler d'identité. Hortense. Alors Hortense, elle fait le tour de la ville. Elle n'est pas à Paris, mais elle est dans une ville de 200 000 habitants quand même. Elle fait le tour de la ville pour aller
acheter son poulet. L'enquête a été faite il y a un peu plus d'1 an. Alors aujourd'hui, avec le poulet, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça, c'est une autre question. Bon, c'était il y a 1 an. Elle faisait le tour de la ville pour acheter son poulet à un petit producteur bio. Petit est très important, bio aussi, mais petit. J'ai même vu une femme qui faisait le tour de marché pour ses œufs pour trouver le plus petit producteur. Petit, c'est bien. C'est toujours bien et mal. On n'est pas dans un système du vrai et du faux et du questionnement. C'est un système bien ou mal. Donc petit, bien. Alors petit, bio, impeccable. Donc elle fait le tour, elle revient avec son poulet et elle le fait cuire avec des haricots en conserve. Alors, je la questionne, mais elle me dit, l'air surprise, les yeux ronds, elle dit, mais les haricots en conserve, c'est bien. Et puis, il y a des traits, mais attention, pas n'importe quelle conserve. Des bocaux en verre. Des bocaux en verre. Je dis oui, d'accord, des bocaux en verre. Donc le poulet avec les bocaux en verre. Et j'apprends que, autrefois, elle avait une maison avec un grand jardin où elle cultivait des haricots et où elle faisait ses propres conserves pour tout l'hiver. Et dans la famille, en elle-même, s'est installé ce goût des haricots en conserve. Donc c'est son système de vie, c'est son goût, c'est son habitude. Et à partir de là, elle va manipuler un petit peu les arguments. Alors après, je vous passe toute la suite, hein, parce que on est rentré dans le détail de tel. Alors surgelé mal, et puis je découvre qu'elle a, alors surtout pas les haricots surgelés, mais je découvre qu'elle a un congélateur. Et qu'elle prend du poisson surgelé. Mais dit non, le poisson c'est bien parce qu'il surgèle directement sur le bateau, c'est très sain, c'est impeccable. Donc on va dire bon, les gens ils racontent n'importe quoi. Non, il y a le moment d'information, de questionnement, de réflexion réelle. Mais c'est un moment, c'est comme face à Internet quand on ouvre une fenêtre, c'est-à-dire on ouvre la fenêtre information, réflexion. Puis après, il y a la fenêtre vie réelle, vie pratique, où il faut faire le contraire. C'est-à-dire, il faut construire une évidence absolument inquestionnable, solide, qui donne des repères de l'action. Et c'est pour ça, je parle de la pensée magique, et pour en arriver au thème de ma conférence, que l'on voit ressurgir aujourd'hui le religieux, parce que dans cette quête à la fois de sens, et de sens un petit peu qui crée une évidence, qui crée une totalité, eh bien l'héritage religieux est absolument incomparable. Alors je dis héritage, on parle parfois de retour du religieux. Il ne s'agit pas d'un retour du religieux, il s'agit d'un nouveau type de religion, même si c'est le même contenu religieux. La religion, je ne vais pas faire une intervention sur la religion a eu un rôle social fondamental dans l'histoire. C'est elle qui est à l'origine des sociétés. C'est la religion qui a fondé le lien social, voire les travaux de Durkheim là-dessus notamment. C'est la religion qui a institutionnalisé la société. Mais les institutions religieuses, notamment dans les pays développés, aujourd'hui sont en crise, sont en déclin. Voir la pratique religieuse dans le monde chrétien, voir le nombre d'évocations, etc. Et en même temps, on assiste au développement des croyances personnelles. Et ça, Daniel Hervieux-Léger a très très bien, je renvoie à ses travaux, a très très bien analysé cet essor nouveau, ce besoin de croyance et ce besoin de sens, parce que qu'est-ce que la religion offre? Je m'excuse de ce raccourci inadmissible, mais on était dans l'alimentaire. Là, elle offre pas un prêt à manger ou un prêt à cuire, elle offre un prêt à croire. C'est-à-dire, on peut se glisser dedans et on a un système de sens qui délivre, pas complètement, mais qui délivre un peu de cette fatigue et de cette angoisse du travail de production du sens de la vie à chaque instant.
Il y a ce titre très juste et très bien trouvé d'Alain Ehrenberg, le titre de son livre, qui est « La fatigue d'être soi », parce que cet élément de fatigue mentale est aussi quelque chose de tout à fait important. L'individu maître de sa destinée est aussi affronté à une épreuve absolument épuisante et déstabilisante qui peut être un petit peu diminuée par, on pourrait presque dire, le recyclage des religions dans cette nécessité nouvelle de créer du sens. Mais créer du sens, croire, développer une croyance personnelle ne se résume pas aux religions ayant pignon sur rue. Le plus important, c'est pour ça que je dis l'identité une nouvelle religion, c'est d'arriver à adhérer fortement à l'histoire de soi qu'on se raconte. Parce que il faut recoller les morceaux, comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque instant. Mais ça ne suffit pas de recoller les morceaux, de construire une cohérence. Il faut y croire, il faut adhérer avec évidence, il faut adhérer très fort à l'histoire de soi qu'on se raconte. Si on n'y adhère pas, le prix à payer est très lourd. C'est encore une fois Alain Ehrenberg qui l'analyse très très bien. C'est l'effondrement du corps, l'effondrement de l'énergie. Il montre comment la dépression, maladie sociale de notre époque, est justement enclenchée par cette non-adhésion à soi-même. Donc non seulement il faut définir nous-mêmes le sens de notre existence, mais il faut croire. Adhérer absolument à cette histoire de soi qu'on se raconte. Et pour y arriver, il faut non seulement l'évidence du sens qu'on met en place, mais aussi un certain élan, un élan émotionnel. C'est pour cette raison que, d'une part, les images, j'en ai parlé beaucoup depuis le début de mon intervention, les images sont omniprésentes dans la société d'aujourd'hui, mais les émotions aussi, parce qu'elles créent cet élan nécessaire. Les émotions, par exemple, que l'on trouve dans ce que Christian Bromberger, c'est le titre de son livre, appelle les passions ordinaires. Le titre est là encore très bien trouvé. C'est-à-dire tous ces loisirs, ces hobbies que l'on voit se développer aujourd'hui. Mais les termes loisirs ou hobby ne renvoient pas à l'importance du phénomène, parce que ce sont des moments d'existence où on adhère à soi et on est emporté dans une certaine passion qui crée l'élan de vivre. Alors toutes sortes de passions, même certaines qui peuvent apparaître ridicules de l'extérieur. Il y a un excellent livre de Christian Lebar sur les fans des Beatles. De l'extérieur, ça peut paraître ridicule, un fan des Beatles, avec ses petites icônes, etc. Pour lui-même, c'est un moyen qu'il a trouvé de créer une évidence et de créer un élan dans son existence. Mais remarquez que dans le mot fan, c'est la même racine que dans fanatique. On est exactement dans la même attitude entre le fan. Le fan est moins dangereux que le fanatique. Ah. Mais on est exactement dans la même attitude d'élan émotionnel totalisant qui crée une évidence de vie. Ah. Et là, on trouve les émotions. Alors les émotions, deux mots rapidement sur les émotions omniprésentes aujourd'hui. Les émotions sont toujours liées à une fermeture du sens. C'est ce qui permet justement d'envelopper, de coller les morceaux, comme je disais tout à l'heure. Les émotions, et là les spécialistes des sciences cognitives avancent des éléments très forts là-dessus depuis quelques années, sont aussi très importantes dans la mémoire d'une part, mais aussi dans la prise de décision. Ça, c'est Antonio Damasio, qui notamment dans son livre « L'erreur de Descartes », qui montre très très bien, à partir d'un cas, notamment, c'est un patient qu'il avait, c'était Elliot. Elliot avait eu un accident dans une carrière et il y a eu une partie du cerveau qui avait été détruite, la partie où siègent les émotions. Donc Elliot n'avait plus d'émotions, donc il avait des problèmes liés à ça, mais il était également devenu un handicapé de la vie quotidienne.
c'est-à-dire que dans la vie quotidienne, il ne pouvait plus prendre de décision. Par exemple, Damasio faisait le test de l'agenda, il lui demandait de choisir une date pour la prochaine séance. Et Eliot tournait les pages et évoquait les intérêts et les inconvénients de chaque date, avec une capacité, une précision incroyable. D'ailleurs, il était devenu un super joueur d'échecs, parce qu'il était très intelligent, Eliot, mais il ne s'arrêtait pas de tourner les pages. Parce que la pure réflexivité, la pure rationalité ouvre toujours des possibilités et compare, ne permet pas de fermer l'évidence, où là, c'est l'émotion. Un autre exemple, dans mon domaine de recherche, par exemple, dans les tâches ménagères, un de mes domaines habituels, il y a des tâches vécues, alors la pénibilité est très différente d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, c'est ceci qui est pénible, pour d'autres, c'est cela. Mais en moyenne, quand même, général, les deux tâches qui arrivent en numéro 1 au hit parade de la pénibilité, en numéro 1 absolu, c'est le nettoyage des vitres, et en numéro 2, c'est le repassage. Et ces deux tâches, une des raisons qui explique cette position dans le hit parade de la pénibilité, c'est qu'on ne sait pas quand il faut les faire. La vaisselle, par exemple, si on la fait à la main, c'est après chaque repas, on peut l'inscrire dans un rythme. Mais les vitres, quand est-ce qu'une vitre est sale? Sauf si on nettoie jamais les vitres. Là encore, chacun a son système et trouve les mots qui sont en cohérence avec sa vie. Je me rappelle de ce jeune homme qui disait... moi, je trouve que ça filtre la lumière, ça crée une atmosphère plus douce. Et il dit d'ailleurs, les gens sont complètement idiots, je les vois, ça a l'air très pénible. Et il était très écologique, très écolo. Il dit, ils mettent des produits chimiques et tout ça, ils astiquent, et après ils ajoutent des rideaux. Et donc lui, il avait un système nature. Lui aussi, c'était nature. Mais d'ailleurs, là aussi, alors il y a des fois dans les enquêtes des éléments, on n'a pas que de la vérité dans les enquêtes. Par exemple, j'avais une non-vérité statistico-météorologique évidente. C'est quand j'interroge, on me dit, moi, dès que je fais les carreaux, il y a un orage juste après. Statistiquement, c'est pas possible. Mais ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire, ben oui, la vitre, d'abord, on ne sait pas exactement quand elle est vraiment propre, mais quand même. Mais juste après, ça commence, quoi. Ça commence déjà. Et là, c'est extrêmement agaçant. Le repassage arrive en numéro 2, seulement parce que lui, il y a un indicateur technique qui aide à la décision, c'est le tas. C'est le tas en attente du repassage. Alors souvent, il y a un premier niveau du tas qui va créer... Alors l'agacement, ça a l'air d'être un sentiment, une émotion négative. C'est une émotion négative, mais qui joue un rôle très positif, parce qu'elle aide à la décision. Alors premier degré, c'est pas terrible, ça agace. J'ai même dans l'enquête une femme qui, elle, du coup, ça l'agaçait tellement, elle planquait le tas, elle changeait de place. Mais quand elle redécouvrait, alors premier niveau, oh là 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 là, il va falloir que je le fasse. Il va falloir, mais c'est pas suffisant. Et puis le tas augmente inexorablement, et la fois d'après, quand le tas est plus haut, alors là, émotion violente, très désagréable, et l'émotion emporte le corps, comme ça, coup de nerf. Après, c'est pas fini, parce que une fois que la table est installée, il faut enclencher avec d'autres types d'émotions plus positives, etc. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour montrer comment les émotions sont liées à la prise de décision, et dans les choix identitaires, comment ils aident d'une certaine manière à recoller les morceaux, et ce recollage des morceaux permettant de produire l'énergie de l'action. Alors, je regarde un petit peu ma montre, parce qu'il faut que j'accélère un petit peu. Donc, ces émotions omniprésentes dans une société où les individus sont très fragilisés. Je disais l'épreuve d'être, la fatigue d'être soi, comme dit Alain Ehrenberg, mais aussi l'épreuve d'être soi dans cette société de questionnement et d'auto-questionnement généralisé.
et de compétition généralisée. Compétition généralisée, alors partout, à l'école, dans le monde du travail, mais ça ne nous vient pas de l'extérieur, de méchants qui veulent imposer ce système de compétition généralisée. Ça vient du fait qu'on est dans une société d'individus qui veulent s'auto-définir eux-mêmes. Donc c'est plus des grandes hiérarchies, de moins en moins, qui notent d'en haut. De plus en plus, on est dans un système de notation mutuelle. Chacun évalue chacun. Et ça, c'est extrêmement terrible, c'est extrêmement éprouvant. Chacun évalue chacun, mais dans tous les domaines. C'est terrible. Faut tout réussir. Entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire réussir? Faut même réussir ses vacances maintenant. Hein. C'est-à-dire, les vacances, on va bientôt les passer pour le récit qu'on va avoir à raconter au bureau au retour. Hein. Puis, alors, par exemple, raconter qu'on a été à la plage, alors là, c'est nul, même si on y va, on va pas le dire. Ou alors, il faut que ce soit une plage intelligente, différente, originale, etc. Épuisant, encore une fois. Chacun évalue chacun, et avec un désir, un besoin de reconnaissance, de respect, de reconnaissance généralisée et un déficit systématique de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre l'offre de reconnaissance et la demande. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et pourquoi? C'est pour une raison presque technique liée à ce principe de l'identité d'aujourd'hui. C'est que chacun va noter l'autre avec sa propre grille. C'est-à-dire la grille qui donne sens à sa vie, à lui. Par exemple, X arrive et raconte qu'il gagne plein d'argent, donc il a réussi sa vie, il dit pas mais il regarde d'en haut parce qu'il sait que Y en gagne moins, et tatati et tatata. Et Y peut-être qu'il lui dit rien, mais X va le sentir quand même, et qui dit mais qu'est-ce qu'il croit lui avec son argent? C'est pas ça qui est important dans la vie. C'est le bonheur dans la vie familiale, et puis avec tout son argent, il vient de divorcer d'ailleurs, et etc. Autre critère, complètement. Pourtant, l'argent, ça paraissait une mesure un petit peu de type universel. Non, non, pas du tout. Ça dépend dans quelle grille on se situe. Donc, fragilité, baisse de l'estime de soi, questionnement généralisé sur l'estime de soi, parce que c'est lié à cette demande de reconnaissance et de respect alors que l'offre est très faible, et qui va toucher plus particulièrement certaines catégories de la population. Ce nouveau questionnement identitaire reformule complètement la question sociale aujourd'hui. C'est-à-dire que les différences sociales ne disparaissent pas, bien sûr, mais elles sont de plus en plus reformulées par la question identitaire. Être pauvre au XIXe siècle, c'était terrible du point de vue matériel. On ne mangeait pas, on pouvait mourir de faim, on ne mangeait pas à sa faim. Les journées de travail pouvaient être de 15-16 heures, avec travail des enfants, etc. Mais peut-être que être pauvre aujourd'hui, c'est encore pire. Parce que du point de vue matériel, la situation s'est améliorée, même si il faut rester dans les pays développés et pas regarder sur l'ensemble du monde, parce que là, il y a des situations de pauvreté matérielle absolument terribles et de personnes qui meurent de faim qui continuent. Mais psychologiquement, il y a une nouvelle souffrance psychologique qui est terrible. C'est-à-dire que le pauvre sent dans le regard de l'autre le mépris, la non-reconnaissance, le non-respect. Dans le regard de l'autre, il y a sans doute pas le mépris. Il y a peut-être de la pitié même. Mais la pitié, le regard de pitié va être lu comme un regard de mépris. Donc, c'est insupportable. Parce qu'il croit lire le message: tu es pauvre, mais dans cette société d'aujourd'hui où chacun peut construire sa vie, c'est parce que tu n'as pas su te débrouiller toi-même pour t'en sortir. Or, quand on accumule les handicaps de la grande pauvreté, de génération en génération, on n'a pratiquement aucune chance d'en sortir par soi-même, une chance absolument infime. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on est très pauvre, on ne veut pas trop s'engager dans les projets, dans les identités virtuelles, parce qu'on risque d'être perdant à tous les coups, et en plus
de s'être responsabilisé soi-même par rapport à sa propre action et ne pas avoir réussi. Et par exemple, ceux qui demandent le RMI aujourd'hui, on leur demande de développer un projet d'insertion. Donc à se projeter dans une identité future et différente. Et pour eux, c'est extrêmement difficile. Ils voudraient s'inscrire dans des acquis un petit peu protecteurs. On voit d'ailleurs se diviser les milieux populaires en types d'attitudes très très différentes. On a vu en novembre, par exemple, dans les banlieues, avec des jeunes qui ont traversé des cultures différentes, qui sont travaillés, déchirés entre des références un petit peu traditionnelles et le monde de l'hypermodernité, avec les marques, avec l'argent qui les attire très fort, qui ne savent plus exactement où ils en sont. Comment recoller les morceaux dans une situation aussi éclatée et aussi multiple, et avec en plus le regard de mépris et de non-respect qu'ils sentent. Et la manière de se regrouper, c'est l'émotion très forte, et une émotion est plus évidente quand elle trouve un ennemi quelconque. L'ennemi qui se trouve là, n'importe lequel, la police dans le quartier, bon là voilà, c'est ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais là c'est évident. Et là, ça crée une certaine fierté qui fait remonter l'estime de soi. Et puis, d'autres types de milieux sociaux, de milieux populaires, modestes, très modestes, pauvres, mais qui ont un tout petit patrimoine, une petite bicoque, un petit jardin, qui au contraire, eux, vont essayer de se retirer de ce monde devenu un peu fou de la compétition généralisée, pour s'inscrire comme dans un petit morceau de l'ancienne société où l'on était défini par ce que l'on faisait, par la répétition amoureuse et très simple des activités élémentaires, le jardinage, le bricolage, la cuisine, etc. C'est ce que Jean-Didier Urbain appelle les paradis verts, c'est-à-dire dans ces petits mondes autour de la petite bicoque où l'on recrée un monde, mais là aussi où ça peut pas tenir longtemps parce que l'écart avec la société en marche continue à se creuser. Alors, je vois que j'arrive à la fin, je vais sauter un petit peu un passage parce que là, j'avais commencé un petit peu à balayer le paysage social des milieux les plus modestes. J'ai pas le temps de poursuivre pour les autres types de catégories sociales. Chacun, suivant son milieu, a des manières, je dirais, des moyens, des instruments de produire ces identités nouvelles de manière différente. Notamment quand on a des moyens culturel, financier. J'ai parlé de l'argent tout à l'heure. L'argent, c'est quand même extrêmement commode parce que avec un peu d'argent, on peut se payer une petite séquence identitaire différente. Regardez par exemple, en achetant des produits ou des services, regardez des catalogues de vacances ou de voyages. Vous choisissez une semaine d'une facette identitaire entre trekking dans l'Himalaya ou carnaval de Venise, etc. Ça va être une manière d'être, de s'habiller, de parler qui va être différente. Donc ça assouplit, ça adoucit, ça multiplie les micro-choix identitaires qui sont moins exclusifs que dans d'autres milieux sociaux. Et puis il y a la reconnaissance sociale qui peut aider avec toute une série de petits instruments, de gadgets qui aident à la reconnaissance sociale. Vous avez presque, par exemple, vous avez le petit salon à part avec une coupe de champagne ou une petite étiquette qu'on vous donne où il y a marqué VIP, Very Important Person. Alors, si c'est marqué dessus, hein, c'est que... Mais même quand on a ça, ça suffit pas, souvent. Il y a le doute, parce que le doute, il suffit de se comparer à quelqu'un du même milieu qui apparaît un petit peu supérieur pour avoir une perte d'estime de soi. Donc, tout le monde peut être victime de ça. Ou il y a un autre moyen encore, c'est de s'adosser à une grande institution, très légitime, très reconnue, donc d'être défini d'une certaine manière par l'institution. Mais donc moi, là, j'ai été présenté, moi ça allait, sociologue, directeur de recherche au CNRS, mais regardez, monsieur, je vous lis simplement ça. Monsieur, c'est une notice nécrologique hein, que j'ai lue dans le journal. Monsieur le docteur X, le pauvre, qui est décédé, et voici qui il était.
neuropsychiatre, licencié SLED, diplômé d'études supérieures de philosophie, ancien chef de clinique de la faculté de médecine de Paris, médecin-chef honoraire des hôpitaux psychiatriques de la Seine et de Paris, surexpert près du ministère de la Défense Air. Non, mais de toute façon, c'est pas... Expert près de la Cour d'appel de Paris, membre de l'Académie internationale de médecine aéronautique et spatiale, je suis désolé, hein, vraiment, officier de l'ordre national du, c'est bientôt fini, national du mérite, médecin colonel de réserve honoraire. Mais qui était X, vraiment? Qui était et d'ailleurs, dans les entreprises, sur les CV, on demande de plus en plus, on ne dit pas quelles sont vos passions, on dit mais quels sont vos hobbies. En dehors, qu'est-ce que vous faites? Comme vraie personne, presque, entre guillemets. Il y a ce besoin de sens. Et là, l'offre religieuse est reçue très différemment suivant la position sociale qui est occupée. Une personne qui est très reconnue, qui a des ressources financières et surtout culturelles, va pouvoir utiliser la religion comme un instrument de générosité et de paix, comme une religion généreuse et pacifique, ouverte sur l'autre, etc. Lorsque l'on est dans une situation de fragilité et de manque de reconnaissance, l'utilisation va être très différente. Exclusive, autocentrée, éventuellement fondamentaliste et éventuellement violente, tournée vers un ennemi éventuel. Alors, quelques mots de conclusion. Depuis l'époque des Lumières, qui a inauguré d'une certaine manière les débuts de la modernité, nous baignons dans une illusion qui est celle de la rationalité individuelle. Alors, c'est pas une illusion complète, elle a une part de vérité, bien sûr. Et elle a été fondatrice de très très grandes choses. Elle a été fondatrice du droit, elle a été fondatrice de la démocratie, du politique en démocratie. Elle a fondé également l'économie que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, en tant que modèle, c'est quelque chose d'important. Et en même temps, pendant la première modernité, il y avait des fondements importants à cette illusion. C'est-à-dire que la première modernité était fondée sur des grandes institutions très stables et des programmes institutionnels comme l'école républicaine, analysée par François Dubé, qui diffusait un savoir relativement unifié d'en haut et qui, d'une certaine manière, portait et cadrait les individus. Et puis, nous sommes entrés dans cette nouvelle époque, dans cette toute nouvelle société depuis moins d'un demi-siècle, qu'il faut comprendre à tout prix pour essayer de maîtriser, parce qu'elle va être très très dure à maîtriser. Une société qui est moins basée sur le rationnel et qui est plus basée sur les images et les émotions est beaucoup plus difficile à maîtriser. Nous sommes rentrés dans ce paradoxe de la seconde modernité où la réflexivité généralisée produit le développement de croyances individuelles, de croyances qui prennent des formes magiques, religieuses, mais aussi des croyances presque laïques, athées. C'est-à-dire que l'individu s'ancre à ses évidences, ses petites certitudes, ses passions, même si c'est des passions du moment. Croyances individuelles de plus en plus centrales et obsessionnelles, qui expliquent d'ailleurs la conception dominante de l'identité, parce que ce que j'ai dit vous a peut-être dérouté quand j'ai parlé d'identité comme un travail permanent, comme un investissement personnel dans des images de soi, alors que l'on a l'idée très souvent qu'on n'en a qu'une identité, qu'elle est en soi, qu'elle est profonde, qu'il faut presque des fois la découvrir. Ça, c'est une conception religieuse de l'identité. Autrefois, oui, comme je l'ai dit, il y avait un accord
entre la définition sociale de l'identité et ce qui définissait le sens de la vie d'une personne. Donc on pouvait parler d'une identité d'une manière relativement uniforme. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Le soi est pour chacun sa première religion absolue, radicale, et peut-être même, là je divague peut-être un peu, peut-être même qu'on en arrivera un jour à réécrire une prière célèbre et à remplacer le je crois en toi Seigneur par cette autre formule, je crois en moi. Voilà. Je vous remercie. Merci infiniment Jean-Claude Kaufmann pour cette très brillante conférence. Nous avons une annonce juste avant les questions pour les malentendants. Oui, afin de donner la parole également à nos auditeurs sourds, je leur propose de se rapprocher de l'estrade. Ils pourront ainsi poser leurs questions en langue des signes et le micro sera donné aux interprètes qui pourront ainsi expliquer à M. Kaufmann et au reste de l'auditoire quelle est la question pour que la réponse puisse être apportée. Voilà, je vous propose de commencer par une première question. Si vous voulez bien lever la main pour les autres. Monsieur devant vous, au 5e rang à peu près, 5e rang. Oui, bonjour. Voilà, donc je posais la question là. Je suis pas tout à fait d'accord là sur le 1 et le multiple. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir, disons, les deux approches en simultané? Oui, il peut y avoir toutes les approches possibles. Hein. Ça, c'est dans le débat scientifique. Et moi, ma position, ce n'est que ma position. Et elle est même minoritaire, je dirais, dans la définition de l'identité. Le petit problème autour de la question de l'identité, c'est que la position dominante aujourd'hui est une position moyenne, un petit peu de consensus. Oui, rajoutons tout ça dans l'identité. C'est pour ça, dans mon livre, je parle d'un concept barbe à papa. Qui colle tout, et au bout d'un moment, collant absolument tout, on finit par plus savoir ce que c'est. Donc moi, je prends un parti différent, je dis essayons de définir beaucoup plus précisément, même si on n'arrivera pas tous à être d'accord. Moi, je suis prêt éventuellement à ne plus employer le mot d'identité pour désigner ce que je désigne comme processus. Je ne veux pas garder absolument le terme. Donc ça pour le débat général. Et puis sur le 1 et multiple, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, l'essentiel de mon propos, c'est de montrer qu'il y a un processus contradictoire. Nous avons un héritage considérable. C'est-à-dire, même j'ai parlé de télévision par exemple. Souvent quand on regarde comme ça, dans les images, dans les films que l'on voit, il y a des modèles d'action, il y a des modèles de comportement qui peuvent nous donner des idées. Et ils sont beaucoup plus intériorisés qu'on ne le croit. Souvent d'une manière un petit peu dormante, ils risquent de s'effacer, etc., de manière non consciente. Certains peuvent être, par contre, dans une circonstance nouvelle où on se présente, ils peuvent être récupérés et réactivés et servir de repère pour construire sa propre action. Donc nous n'arrêtons pas d'intérioriser des milliers, des millions et des millions d'informations, de modèles d'action, de repères très très différents. C'est pour ça que quand on lit un roman, on s'identifie non pas à un personnage, mais à presque tous, plus ou moins, mais quand même. C'est parce que ça résonne en nous. C'est Norbert Elias qui dit « Chacun a en lui toute la société de son époque. » Toute la société de son époque. C'est-à-dire, nous comprenons, ça résonne, donc nous avons cette multiplicité intérieure et en même temps un travail d'unification qui n'est pas uniquement dans l'imaginaire et dans la production de sens. On travaille à avoir une trajectoire de vie, un comportement, un suivi dans le comportement, mais c'est ça que je veux dire. C'est peut-être, si on devait retenir qu'un mot de mon propos, c'est le mot travail.
C'est un travail, et c'est ça l'identité, c'est un travail permanent, et c'est donc un processus, et pas une entité qui ne changerait pas. J'ai une question ici, à votre droite, au premier rang. Bonsoir et merci de votre présentation. Je voulais savoir, j'ai 25 ans et je me rends compte que, depuis que je suis petite, que la société et que la vie est très compliquée, paradoxale, etc. Et en fin de compte, tous les modèles qu'on a pu me donner au niveau de mon éducation et l'école me disaient que tout était dans des cases, etc. Et j'ai l'impression que c'était un gros mensonge et je me demande pourquoi on essaye de nous faire croire encore que la société est stable alors qu'elle est continuellement instable. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat sur l'école, mais là, cette nouvelle société est terrible pour l'enseignement, sans aller jusqu'à l'école, même pour le métier de parent. Parce que la principale valeur que l'on transmet aujourd'hui dans les familles, c'est l'apprentissage à l'autonomie. Le bébé est une personne. On doit lui apprendre à se débrouiller, à penser par lui-même. Et il faut faire ça, parce qu'après, quand il va se retrouver dans la vie adulte, il va falloir qu'il sache se débrouiller. Mais c'est complètement paradoxal, parce que cette valeur d'autonomie est contradictoire avec toute idée d'éducation et de transmission. Je prends un exemple. Les mômes, ils ont très vite compris. Par exemple, il y a le bazar dans la chambre du môme, complet. Et les parents, un petit peu agacés, ils disent « Bon, tu vas me faire le plaisir de ranger ta chambre. » Et le môme qui répond « C'est mon territoire, je le gère à mon idée. » Alors là, les parents... Et puis, il n'y a plus une définition disant si vous lui imposez la discipline, c'est le bon choix. Si vous le laissez s'exprimer, c'est... Non, tout est possible. Tout est possible. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux. Suivant le choix, ça va avoir des implications différentes. Il va y avoir du mieux d'un côté, du mieux de l'autre, etc. Donc c'est un monde de complexité, de fatigue mentale. Mais attention, c'est le prix à payer de la liberté. C'est le prix à payer de la liberté. Et des fois, on rêve un peu à la société d'autrefois aujourd'hui. C'est très actuel, à la télé, le pensionnat de Chavagne ou je sais pas quoi, là. Oui, c'était plus simple autrefois. 15 jours, 3 semaines, ça irait, ça ferait un petit peu vacances un peu particulières, dépaysement. Mais au bout d'un moment, comme la vie de village, tout le monde parle de la vie de village d'autrefois. 3 semaines de la vie de village d'autrefois, où tout le monde sait tout sur tout le monde, etc., on étoufferait, ça serait insupportable. Alors, il y a un peu de mensonge, effectivement, mais un peu de mensonge obligatoire, parce que si on dit, mais c'est le foutoir généralisé, c'est la relativité absolue, alors ça n'aide pas plus, ça n'aide pas mieux. Il faut que les institutions évoluent dans cette nouvelle société qui fait plus de place à l'autonomie, à l'autodéfinition du sens, mais en même temps évoluent tranquillement, en gardant un corpus de transmission, de valeurs et de manières, parce que sinon il y a un risque de déstabilisation. Nous allons vers une société qui est passionnante, mais qui est très risquée, qui est extrêmement risquée, qui va devenir de plus en plus ingérable par les politiques. Et une société basée sur l'émotion, ça peut aller dans le sens de l'amour, de la générosité, ou de la violence et de la haine. Et ça passe très vite de l'un à l'autre. J'ai parlé des stades tout à l'heure. Vous avez parfois, entre les supporters, des moments qui sont très amicaux, des espèces de jeux pacifiés, etc. Et puis ça dérape très vite dans son contraire. Donc, oui, il y a certaines institutions qui évoluent moins vite que la société, mais je sais pas, faut peut-être pas trop les brusquer non plus, parce qu'il y a des risques, quoi. Il y a une remise en question de l'autorité aussi, c'est très important, je crois. Attendez le micro, parce que sinon personne ne vous entend, monsieur. On n'entend pas ? Je dis aussi qu'il y a peut-être aussi justement une perte aussi de l'autorité, et que ça, c'est quelque chose d'important qui va jouer dans le futur sur la crise identitaire que nous sommes en train de nommer.
Mais oui, le problème, donc on peut réinstaurer des bribes d'autorité. Par exemple, dans le métier de parent, on se rend compte après dans le poste Dolto, je dirais que l'enfant n'est pas un adulte. Il a des tas de compétences, mais en même temps, il est un enfant, donc il faut lui donner des repères, un cadre. Donc, mais là, c'est un peu facile parce que c'est face à un non-adulte, hein, l'enfant, parce que vis-à-vis, et en plus, il faut pas que ce soit la réinstauration de l'autorité ancienne. Hein. C'est la valeur principale, primordiale, ça reste l'autonomie et l'apprentissage à l'autonomie aujourd'hui. Oui, crise de l'autorité de manière manifeste, parce que comment concilier autorité et autonomie individuelle. Hein, donc l'autorité de type militaire et hiérarchique, ça on ne peut pas, on peut absolument pas y revenir. Il faut que ce soit une autorité acceptée, discutée, consentie, négociée et momentanée de toute manière et dans un cadre particulier, etc. Donc ça aussi, c'est plus compliqué, ça demande de la réflexion, des négociations, etc. Mais il faut avancer dans ce sens-là, c'est tout à fait parce que le développement de l'autonomie, c'est pas non plus l'anarchie absolue, quoi. Voilà. Bon, j'ai une question au 7e rang, juste devant vous. Merci de me situer, hein, ça c'est très, très utile pour moi. Est-ce qu'il existe, selon vous, quelque chose comme l'identité collective? Et si oui, quel est le rapport entre l'identité collective et l'identité individuelle? Oui, comment dire? C'est la même chose. Toutes les identités sont individuelles, je dirais d'une certaine manière. Mais l'individu, il ne peut pas se construire seul. C'est toujours dans le rapport à l'autre. C'est dans le rapport, il a un héritage, il a une histoire. Il vient d'une certaine culture, d'une région, il a telle religion, etc. Mais ça ne le définit pas, surtout parce qu'il a des héritages multiples et nombreux. Il vient de telle région, mais il a été aussi dans telle autre où il a appris à apprécier, et puis dans telle autre, il est devenu militant de ceci, où il a découvert tel type de sport, qui est une autre facette identitaire. Donc nous sommes multicartes d'une certaine manière. Dans le rapport à l'autre, c'est une ressource. L'identité collective, c'est une ressource individuelle qui donne une évidence et qui élargit l'horizon de soi. Le petit problème, c'est que cette ressource de l'individu peut finir par l'enfermer. Donc il peut disparaître en tant qu'individu dans l'identité collective. Il peut y avoir un retournement. Il y a Olivier Roy qui fait une analyse absolument remarquable des trajectoires biographiques des terroristes d'Al-Qaïda. Et il montre très bien comment la plupart, presque tous, c'est pas du tout des religieux au départ. Même du point de vue religion, très peu pratiquants, etc. Et la plupart, c'est des jeunes qui ont été au contact de l'Occident, qui se sont occidentalisés, qui ont fait un certain nombre d'études, certains plutôt réussis, d'autres moins, et puis qui se sont un peu perdus dans la drogue, dans l'alcool, etc. Donc là, ils ont été à un certain moment complètement éclatés, perdus en tant que personne, souvent avec des problèmes de tentation suicidaire, de dépression, etc. Et le contact non seulement avec une religion, mais avec un groupe, je dirais, derrière, leur a permis de se restructurer en tant que personne et de retrouver un équilibre, une évidence. C'est également le principe des sectes, hein, qui permet aux individus de se reconstruire. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Dans le lien entre identité individuelle et identité collective, c'est toujours un lien permanent, c'est-à-dire que l'individu est en lien avec des groupes qui lui donnent des ressources identitaires personnelles. Et plus ce groupe est fort, je dirais, plus c'est des ressources riches. Mais en même temps, surtout s'il n'a qu'un lien, qu'un groupe. Il y a un risque. S'il a plusieurs groupes, hein, s'il est dans une chorale régionaliste, mais en même temps il a tel groupe de sport, telle autre pratique, tout ça, ça va être des richesses parce qu'il ne peut pas être pris, happé par un groupe. S'il en a qu'un
et en plus avec une fragilité, une détresse personnelle, il peut y avoir une inversion et il peut disparaître en tant qu'individu, c'est-à-dire ne plus maîtriser son existence. Et être pris par le groupe, et alors là, si c'est un bon groupe, je dirais, ça va aller, quoi. Mais si c'est pas le cas, ça peut être tout à fait catastrophique. J'ai une question ici à votre droite. Bonsoir. En fait, je voudrais savoir si, finalement, dans une société où on peut dire en quelque sorte chacun fait ce qu'il veut et chacun pense comme il veut, qu'est-ce qui assure aujourd'hui la cohésion entre les individus, la cohésion sociale finalement? Oui, qu'est-ce qui assure la cohésion sociale dans une société où chacun peut faire ce qu'il veut? Oui. C'est une excellente question. Ce qui assurait la cohésion sociale, c'était les cadres institutionnels. On était pris, quand on était dans le village, on était tout de suite complètement pris, je dirais. Donc il y avait une cohésion. Aujourd'hui, il va y avoir des choix de liens, c'est-à-dire que chacun, justement, va s'investir dans tel groupe, dans tel autre. Il va même y avoir des moments fusionnels, ça se développe de plus en plus, c'est-à-dire une fête improvisée. Alors là, ça commence à être des vieux souvenirs, c'est encore dans le monde du football, mais les Champs-Élysées en 98, ça dure l'espace d'une soirée, mais il y a un groupe de personnes qui se retrouvent dans le bonheur d'être dans le groupe, et il y a un lien fort. Plus près de nous, regardez par exemple les attentats de Madrid. Le lendemain des attentats de Madrid, c'est millions de personnes qui descendent dans la rue, sans qu'il y ait de consignes de mots d'ordre, et qui ne disent rien, et qui, dans le silence, sentent qu'ils communient ensemble. Ça, c'est un lien social. Et ils communient dans la générosité, dans l'humanité, le désir d'humanité. Moi, je suis pas désespéré je suis un peu désespéré sur le fait qu'on va vers une société très difficile, mais il y a une envie, un désir d'humanité, je dirais, de sentir des moments comme ça, mais on ne veut pas être piégé. Ça, c'est le gros problème pour tisser le lien social, y compris dans le lien le plus intime et le plus élémentaire, hein. Par exemple, l'engagement conjugal. Aujourd'hui, hein. On rêve d'amour, on n'a jamais autant rêvé d'amour et de couple, hein. Mais on ne veut pas disparaître en tant que personne maîtrisant sa vie. Et alors, on voit se développer des sites de rencontres sur Internet, hein, qui sont extraordinaires parce que ces sites facilitent le premier contact. Hein, c'est extrêmement... et puis c'est pas que du virtuel, hein, c'est du contact. C'est-à-dire on peut échanger des mails, téléphoner après, et même à travers un mail, c'est un fragment de la personne, mais comme elle est un peu protégée, on peut se livrer beaucoup plus. Donc c'est du réel. Mais en même temps, derrière mon clavier, je suis complètement protégé. Je peux être pas maquillé, pas rasé, en vieille charentaise. Hein. Je clique, confort. Confort absolu. Ça me plaît pas, tchouk. Voilà, ça c'est le modèle d'aujourd'hui. Si ça va pas, je veux me retirer. Mais pour structurer un lien, et là, c'est un petit peu le problème d'Internet, ça facilite le premier contact, mais ça crée l'illusion que le grand rêve d'aujourd'hui, c'est je reste moi et je rajoute l'autre. D'ailleurs, faut voir dans les demandes là, sur Internet, je cherche personne qui, alors quelques définitions physiques. Alors, du côté des femmes, demande des hommes. Alors là, à tous les coups, grand, terrible pour les petits, ça. Mais une fois, en dehors de cet aspect physique, il y a une définition, par exemple, des comportements et des loisirs et des manières d'être. Et ça, c'est typique. Qu'est-ce qu'on cherche? Le clone de soi-même. Amateur de cinéma japonais, jogging si possible le dimanche matin de 8 à 9. J'exagère un peu, mais à peine. Et ça, c'est pas possible. Ça va pas marcher. Parce que c'est ça le problème du couple aujourd'hui. L'entrée en amour et en couple, c'est violent. C'est violent parce que c'est une mise à mort de l'ancienne identité. Et on ne sait pas exactement vers laquelle on va. Il faut s'abandonner. Un peu. Contrôler quand même. Contrôler et s'abandonner. Hein, difficile. Hein. Ça aussi, c'est devenu difficile. L'amour aujourd'hui est devenu difficile parce qu'on veut contrôler, mais en même temps, il faut s'abandonner un peu. Sans ça, c'est absolument impossible. Et sinon, le lien social va rester très léger et extrêmement fragile. Alors c'est ça le lien social d'aujourd'hui. C'est des moments, des instants, des contextes, de liens un petit peu provisoires. Mais ça dépend. Parce que là, j'ai parlé du
du couple. Autrefois, la famille, ça commençait par le couple, par le mariage, c'était pour la vie, et on rajoutait les enfants. Et aujourd'hui, la famille, elle se coupe en deux logiques de fonctionnement complètement différentes. Le couple, très fragile, où le conjoint reste toujours vaguement sous évaluation. Il y a un système de mauvais points secrets qui fonctionne, quoi. Comme ça. Et alors il y a des choses. Le couple, c'est un système d'échange permanent. On échange du travail, des sentiments, des paroles, voire des fois des coups, toutes sortes de choses. Et tout ça s'équilibre par un sentiment global de satisfaction et d'insatisfaction. Et dans cet échange généralisé, il faut savoir qu'il y a des choses qui coûtent très cher. Par exemple, la mauvaise tête du matin, la tête pas réveillée. Et ça, c'est terrible parce qu'il y en a qui se réveillent très vite, tout de suite. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus lents à l'éveil, quoi. Et ça coûte très cher. Mais là, je divague un peu. Je parlais du couple. Quand l'enfant arrive, là, c'est complètement différent. Par rapport à tout ce que je vous ai dit, l'enfant aujourd'hui, il est sacré. C'est le petit Dieu, on peut employer ce terme-là. Qu'il soit un enfant merveilleux, facile, gentil, ou qu'il soit petit tyran domestique, et des fois ça commence très jeune. Il y en a, comme on dit, qui ont du caractère. Eh bien, que ce soit l'un ou l'autre, on va l'aimer et se donner corps et âme. C'est un des rares éléments qui n'est pas mis en doute, qui n'est pas questionné, l'amour à l'enfant, quoi. Quand il arrive, et c'est lui qui va souder la famille. Alors là, on a un élément de lien qui est très fort. Donc c'est des morceaux comme ça. Et puis, je suis un petit peu long, mais quand je disais « chacun fait ce qu'il veut », quand on écoute bien la phrase, elle est un petit peu plus précise et compliquée que ça, du point de vue moral. J'avais entendu cette phrase-là dans une enquête que j'avais faite sur les seins nus sur la plage. Bon, j'ai des sujets d'enquête qui paraissent bizarres parfois. Parce que j'ai toujours... on me dit, vous prenez des sujets agréables quand même. Bon, je ne sais rien, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de passionnant du point de vue sociologique que ça va révéler. Moi, cette pratique, pourquoi un sein est légitime, nu et légitime sur la plage et passer la frontière du dernier grain de sable devient une nudité qu'il faut cacher. Moi, ça m'interrogeait en tant que sociologue et j'ai voulu voir comment ça fonctionnait sur les plages. Donc, je ne vais pas vous développer toute cette recherche qui a été absolument passionnante d'un point de vue scientifique. Mais j'ai interrogé 300 personnes sur la plage et je demandais est-ce que toutes les femmes peuvent enlever le haut de maillot. Et donc j'avais cette réponse, je l'ai eue 240 fois sur 300. Chacun fait ce qu'il veut, mais plus précisément la phrase c'était chacun fait ce qu'il veut, mais. Et prononcé avec une intonation différente. Le début, très fort avec les personnes un peu droites, très contentes, très fières, très sincères, très contentes d'énoncer ce principe de liberté et de tolérance. Chacun fait ce qu'il veut. Puis en plus, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai rien à vous dire. Du coup, je me rallonge sur ma serviette, impeccable. Mais comme il y avait cette volonté de sincérité, je les voyais se tasser un petit peu. Puis alors là, c'était une petite voix hésitante. Mais il fallait qu'il rajoute quand même. Mais quand même, faut dire... une vieille grand-mère. J'ai rien contre elle. Chacun fait ce qu'il veut. Si elle veut le faire, au contraire, chacun fait ce qu'il veut. Mais faut dire, c'est affreux. Et ça me fait mal moi-même. Donc, alors là, l'enquête était partie parce que je demandais, mais chacun fait ce qu'il veut ou il y a des limites. C'est la même phrase que je ne suis pas raciste, mais... Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Et cette phrase-là, chacun fait ce qu'il veut, mais je l'ai retrouvée depuis dans toutes mes enquêtes. Par exemple, sur les femmes célibataires, toutes les formes de vie privée sont possibles aujourd'hui. Famille recomposée, monoparentale, couple homosexuel, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais, alors petite voix, toute petite. Hein. Oui, mais... elle a chacun, ah oui, c'est sa vie, hein, fait comme eux, mais elle a 40 ans,
et elle n'est pas mariée, hein, elle n'a pas d'enfant. Mais pourquoi? C'est-à-dire que dans cette société où chacun peut inventer ses normes de comportement, on a besoin de repères. Une société ne peut pas vivre, ne peut pas tisser le lien s'il n'y a pas des repères collectifs. Du coup, les repères collectifs deviennent secrets. Et il y a un double langage de la société. Le langage apparent, officiel, qui est sincère, qui dit chacun fait ce qu'il veut. Et puis des petites phrases qui ressortent, même des fois la maman de la femme célibataire qui dit ouais ma petite fille c'est ta vie, et j'ai envie d'être grand-mère un jour quoi. Bon, attends, ça c'est le deuxième langage qui ressort. Plus une société est ouverte, plus les règles deviennent implicites, donc elles sont plus obligatoires. On peut aller au-delà, mais elles sont là quand même. Bonjour. Donc je pense que il y a plus de gens qui s'attachent à des choses matérielles et plus en plus de personnes qui sont isolées, individualistes. Est-ce que ça a à voir avec cette idée que vous avez élaborée là sur l'identité? Qu'est-ce que c'est que ce nouvel individualisme? D'accord. Oui, parce que j'ai dit tout à l'heure, on apprend, la principale valeur que l'on transmet dans l'éducation, c'est l'apprentissage à l'autonomie. Donc, on apprend à l'enfant d'abord à être lui-même. On est d'abord soi, et on apprend d'abord à construire sa propre vie. Je prends un exemple. Il y a 40 ans ou 50 ans, les femmes entraient dans la vie adulte par le mariage. Elles étaient tout de suite femmes d'eux et elles allaient rentrer dans un rôle domestique qui était défini et qui allait dessiner un certain profil d'existence. Aujourd'hui, les femmes entrent progressivement dans la vie adulte par des études de plus en plus longues, où elles réussissent de mieux en mieux. Après, ça va se gâter pas dans l'entrée dans le monde du travail, mais quand elles vont entrer en famille. Mais ça, c'est pas le sujet. Donc, des études où elles réussissent de mieux en mieux, elles réussissent mieux en moyenne que les garçons à l'université aujourd'hui. Et pendant toute cette période, elles apprennent à être elles-mêmes, à décider de leur existence, à avoir un petit peu leur rythme, leur repère culturel, à réaliser leurs propres rêves. C'est la base de la société d'aujourd'hui. On est d'abord soi, et ça ne va plus jamais disparaître dans l'existence. J'ai parlé de l'enfant tout à l'heure. C'est vrai que quand l'enfant arrive, on va se donner corps et âme pour l'enfant. Mais on va rester soi quand même. La famille d'aujourd'hui, c'est comme un système de 3 poupées russes qui s'emboîtent. Il y a l'individu, le soi autonome, puis le couple, maillon faible, structure un petit peu fragile, et puis dès que l'enfant arrive, on devient la petite entreprise autour de l'enfant. Mais le soi reste là. Et d'ailleurs, ça, on va le voir à l'épisode que les psychologues appellent le nid vide, quand l'enfant part du foyer. Alors souvent, l'enfant part du foyer, puis peu d'années après, c'est souvent un peu coordonné, il va y avoir la retraite du mari. Moment terrible pour le couple. Terrible, parce qu'on y pensait peu. Retour du couple. On avait oublié cette chose-là. Et dans ma dernière enquête sur les repas, par exemple, le retour du face-à-face autour de la table est extrêmement dur à gérer. J'ai même un couple, c'est pas autour de la table. Donc l'homme s'était inventé un bureau dans lequel il était censé travailler et où il s'enfermait à clé. Et elle le suspectait de ne rien faire dans le bureau. Donc elle voulait aller faire le ménage pour voir. Et lui refusait. C'est-à-dire que c'est souvent inavouable, ce besoin de respiration personnelle. On est d'abord soi,
Et si on n'est pas bien dans ses baskets, on ne va pas pouvoir aller vers les autres. Et c'est toute l'alchimie difficile de la famille d'aujourd'hui, où on a les moments où on a le besoin d'être soi et les moments d'être en fusion avec les autres. Par exemple, dans une pièce qui a l'air aussi ordinaire que la salle de bain. Il y a un moment où toute la famille passe dans la salle de bain. Et c'est le bonheur d'être tous ensemble, dans le brouhaha, dans les corps à moitié dévêtus. C'est la preuve qu'il y a une proximité, que la famille existe. Et puis la minute suivante, il y a l'envie d'être soi tout seul. Avec la difficulté de l'avouer, on ne peut pas trop le dire ou afficher sur la porte « j'ai envie d'être seul ». Alors pour répondre plus directement à la question, c'est le point de départ de la société d'aujourd'hui. On est d'abord soi, mais pour aller vers les autres. Le problème, c'est qu'aller vers les autres, c'est difficile. Je l'ai dit tout à l'heure, on a peur de se perdre, on a peur de l'engagement. D'où un risque de dérive qui est l'isolement solitaire. C'est pas le fait qu'on parte de soi qui produit automatiquement l'isolement. Le fait qu'on parte de soi, c'est une donnée centrale de la société d'aujourd'hui. Mais ça peut produire ce travers. Surtout que dans cette société fatigante, on a une recherche un petit peu d'endroits calmes, sans effort, sans conflit. Et le couple peut être vu, par exemple, comme un travail d'ajustement permanent, de concession permanente. Donc c'est une manière un petit peu facile de s'assurer la tranquillité, de ne pas se mettre en inconfort, d'une certaine manière.